Vous ne ferez pas de homebrew. Le homebrew est la cause de tous les problèmes de D&D. Les créateurs du jeu nous ont offert un livre parfait et sacré, et le changer serait hérésie. Si vous faites du homebrew, vous êtes tannant. Ben tannant. Aujourd'hui, on va parler de la recette secrète derrière les mécaniques de Donjons et Dragons. Parce que j'ai parlé récemment dans des vidéos sur la 5e édition de D&D que ce que j'aimais, moi, de ce jeu-là, c'est sa grande souplesse. C'est tellement facile d'ouvrir le capot de Donjons Dragons et de créer des nouveaux monstres, des nouveaux sorts, des nouveaux items, de brasser tout ça, d'intégrer des mécaniques qui viennent d'autres jeux. Et parfois, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont réticents à le faire. Parce que les livres officiels, du moins c'est ce qu'on nous dit, sont tellement bien équilibrés. J'ai l'impression que pour certains, je l'ai vu des fois en commentaire, ajouter de nouvelles règles, créer de nouveaux items, de nouveaux monstres, c'est dénaturer le jeu. Et il est presque impossible de créer des rencontres équilibrées pour Donjons Dragons en faisant du homebrew. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous donner le défi de vous dire, ce soir, on crée un nouveau monstre pour Donjons Dragons, ou un nouvel item, un nouveau sort. Sans notre créativité, on prend le petit game designer en nous, puis on essaye quelque chose. Je vais vous donner quelques repères aujourd'hui pour vous aider à vous encadrer. On va ouvrir le capot, regarder derrière le rideau, puis on va voir que c'est pas sorcier quand même de faire quelque chose de neuf pour D&D si on suit la recette. Il faut que tu le saches, Internet, les gens qui travaillent à Seattle dans les bureaux de Wizards of the Coast, ce sont pas des vrais magiciens, là. Sur la côte, c'est pas de vrais magiciens avec des pouvoirs divins. Ils n'ont pas été touchés par des célestiaux ou ils n'ont pas un vieux grimoire laissé par Gary Gygax pour faire « C'est comme ça qu'on fait des monstres, personne ne doit être au courant ». C'est basiquement juste un repère statistique. Puis vous-même, vous pourriez créer du matériel. Fait que, ouvrons le capot, regardons les outils qu'on a à notre disposition. Premièrement, si vous avez entre vos mains le Guide du Maître 2014 ou 2024, il y a à la page ici 58, dans la version anglaise, un chapitre qui s'appelle « Créer des monstres » ou « Créer des sorts ». Ça vous dit en gros quels sont les paramètres que vous pouvez utiliser pour créer un nouveau monstre. Par exemple, prendre un stat block existant d'un ogre ou d'un géant, puis de lui insuffler de nouvelles idées, un template par exemple, comment le rendre diabolique, et vous avez aussi le ratio des sorts aux différents niveaux. Fait qu'on voit par exemple qu'au niveau 3, si vous créez un sort qui cible plusieurs créatures, le dégât moyen est d'environ 6d6. Je pense que les plus affûtés parmi vous ont déjà vu quelque chose ici d'intéressant. C'est que on nous dit qu'au niveau 3, notre repère mathématique, c'est que si on crée un nouveau sort, c'est 6d6, et pourtant, un des sorts classiques de Donjons Dragons niveau 3, Boule de Feu, fait 8d6. Donc déjà, j'aimerais vous inviter à prendre conscience que Donjons Dragons n'a jamais été équilibré. Ils sont conscients que l'expérience Boule de Feu, c'est on veut quelque chose de déséquilibré. L'autre outil, moi, que j'utilise, c'est le benchmark de Sly Flourish. Michael Shea, Sly Flourish, en ligne, c'est un créateur de contenu qui fait beaucoup de matériel jeu de rôle. Il y a tout un SRD, donc tous ses livres, il les donne gratuitement en format texte sur son site Internet. Fait que si vous allez voir sur le site Internet, vous allez trouver ses repères à lui pour créer des monstres pour Donjons Dragons 5e édition. Et c'est vraiment un bon outil pour improviser des monstres que vous voulez créer spontanément ou pour vous donner un repère pour ne pas déborder avec vos créations. Je vous les donne ici. Alors, si vous créez un monstre, quel genre de classe d'armure il va y avoir? Comme repère, dites-vous qu'un monstre a normalement une classe d'armure de 12, plus la moitié de son facteur de puissance. Donc, supposons que vous avez un monstre qui est facteur de puissance 4, attendez-vous à ce qu'il y ait à peu près 14 de classe d'armure. Même chose pour son DC. Fait que s'il y a des sorts ou des effets, jet de sauvegarde pour éviter son souffle, par exemple, difficulté va être 12, plus la moitié de son facteur de puissance.
Donc, si vous avez un dragon qui est un facteur de puissance 16, ben peut-être que le jet pour éviter son souffle de feu va être autour de 20, par exemple. Puis c'est à peu près ça, parce que je pense que le dragon rouge adulte, qui est facteur de puissance 17, c'est une difficulté 20 pour éviter son souffle de feu, ce qui est pas rien. Son bonus à l'attaque, c'est 3 plus la moitié de son facteur de puissance. Le dommage moyen d'un monstre, ça va être 7 multiplié par son facteur de puissance. Fait que ça, vous pouvez diviser ça soit en plusieurs attaques ou en une seule méga grosse attaque. Mais de façon classique, la plupart du temps, il y a plusieurs attaques pour un monstre. Fait que dites-vous que c'est à peu près 2d6 par facteur de puissance. Et ses points de vie, ça, je pense que c'est un des repères les plus pratiques, c'est à peu près 20 points de vie par facteur de puissance. Donc, si vous voulez créer une toute petite créature, comme un gobelin, qui a à peu près un quart de facteur de puissance, ben c'est 20 divisé par 4. Donc, une créature, un quart, a 5 points de vie. Avec ce repère-là, vous pouvez créer n'importe quelle créature. Vous trouvez aussi tout un lot de petits bonus que vous pouvez ajouter à votre monstre. Par exemple, vous pouvez avoir des monstres qui sont infusés par la magie, donc qui ont un sort sur eux. Imaginez un lot de monstres invisibles, par exemple. Ça, j'adore ça, cette idée-là de vous arrivez près d'une tour de magicien qui faisait des expériences sur le sort d'invisibilité, puis tout ce qu'il y a dans la tour est invisible. Que ce soit les chaises, les tables, les coffres, les portes, les monstres sont invisibles, la mimique est invisible. Vous pouvez donner le sort vol à un monstre. Puis ce qui est génial avec le benchmark de Sly Flourish, c'est qu'il y a juste le facteur de puissance en conséquence. Ça peut être un bon repère pour ceux qui veulent vraiment savoir si c'est un défi mortel pour mes aventuriers ou pas. Il y a vraiment une bonne façon ici de déterminer un gros repère général. Dites-vous que la plupart du temps, là, il faut que le monstre, surtout dans 5e édition, si les joueurs sont au-dessus du niveau 5, ils sont capables d'en prendre. Fait que vous pouvez quand même affronter un monstre facteur de puissance 12 en étant niveau 10. Il n'y a aucun problème, vous allez être capable de survivre à cette rencontre-là. Il y a aussi tout un lot de suggestions thématiques pour votre monstre. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important aussi, là, c'est vraiment d'inclure le monstre dans votre univers, de le mettre pour qu'il soit mémorable. Même chose pour vos objets magiques. Hein? Il y a tout un lot de malédictions que votre monstre peut lancer à vos joueurs, ce qu'ils appellent des effets de stress. Est-ce que le monstre, par exemple, quand il vous frappe, il vous fait perdre un an de votre vie? Est-ce qu'il vous fait perdre la mémoire? Est-ce qu'il vous empêche de parler? Est-ce qu'il vous force à changer d'alignement? Ce genre d'effet de stress-là peut vraiment donner une twist nouvelle sur vos monstres. Je vous invite aussi à toujours comparer avec ce qu'il se fait, à peu près de niveau comparable. Donc, si vous créez ce monstre-là que vous venez d'inventer, là, votre ogre de feu ou votre géant invisible, allez voir dans le livre des monstres qu'est-ce que c'est un monstre de facteur de puissance équivalent. Parce que je pense que vous allez avoir une très bonne idée si votre monstre est 2 fois plus gros en niveau de points de vie ou s'il y a 2 fois plus d'armure, vous allez peut-être vouloir ajuster un petit peu. Ou si vous allez comparer avec les autres monstres facteurs de puissance 12 et vous voyez qu'ils ont tous des sorts, peut-être que vous allez vous dire peut-être que mon monstre aurait besoin d'une habileté supplémentaire. N'hésitez pas à emprunter des habiletés des autres monstres, d'autres livres. Je vous ai déjà donné la très bonne suggestion Forge of Foes, mais vous pouvez aller voir aussi du côté Flea Martels, qui est un livre de monstres publié par MCDM. Plein de monstres avec des nouvelles habiletés originales. Moi, j'aime les démons de MCDM qui peuvent voler l'âme des personnages qui sont à 0 point de vie près d'eux. C'est terrifiant et je vous jure que ça crée des rencontres mémorables. Quand un monstre peut t'arracher ton âme quand tu es inconscient, tu l'oublies pas quand il croque l'âme d'un de tes amis, mettons. Fait que oui, allez jeter un œil dans ce qui se fait dans les tiers parties. Il y a beaucoup d'idées hyper originales qui ne sont pas déséquilibrées. Relativisez l'importance de l'équilibre dans vos parties. Je pense qu'on le réalise. Souvent, les gens qui me disent « D&D est super équilibré, il ne faut pas dénaturer le jeu », je pense qu'ils font peut-être abstraction volontairement des moments de jeu où les monstres, qui sont censés être une menace, finissent par être des véritables blagues. Parce que ça nous arrive tous, un soir ou l'autre, de lancer un Dead Knight contre nos joueurs et de rouler juste des 1 naturels. Puis d'être comme, voyons, c'est censé être le boss, puis je suis pas capable de vous toucher ne serait-ce qu'une fois. Ça arrive. D&D, de par sa nature, est un jeu très déséquilibré. Ça repose beaucoup sur le D20
Et oui, il y a beaucoup d'imprévisibilité dans ce petit dé. Moi, j'adore ça! Mais je sais que pour certains, c'est frustrant. Si vous voulez une expérience qui est équilibrée à tout point, je vous suggère fortement d'aller regarder du côté de Pathfinder 2e édition, qui offre une expérience beaucoup moins swingy, beaucoup plus prévisible, mais peut-être un petit peu plus ennuyeuse. Que voulez-vous? C'est mon avis! Ensuite, si vous avez votre nouveau monstre que vous avez créé, vous lui avez donné des habiletés, vous vous êtes servi de ces repères-là pour lui créer des points de vie, des jets de sauvegarde, etc., bien, vous pouvez le lancer dans votre partie et surtout, vous pouvez l'ajuster. C'est-à-dire, vous avez toujours la possibilité de déterminer en fil de partie, il y a peut-être un petit peu moins de points de vie. Je sais qu'il y a des maîtres de jeu qui sont extrêmement fermés à cette idée-là, mais sachez que même dans les règles officielles de D&D, on dit toujours que les monstres n'ont pas toujours la même valeur de points de vie. Ils ont un nombre de dévies, et parfois ils en ont un peu plus, ils en ont un peu moins. Normalement, il faudrait les rouler, mais soyons honnêtes, on prend pas mal toujours la moyenne des points de vie qu'un monstre doit avoir. Les gobelins ont pas mal toujours 5 points de vie, mais ils pourraient des fois en avoir 2, ils pourraient des fois en avoir 8. Fait que vous pouvez ajuster les points de vie en cours de partie. Et si jamais votre monstre est beaucoup moins fort que vous le croyez, vous avez toujours, encore une fois, le cadran d'ajouter des monstres. Il y a du renfort! Il y a ses petits amis gobelins qui débarquent pour l'aider au round 2. Fait que ça, c'est toujours des outils que vous avez pour ajuster la difficulté du combat. Aussi, si vous incluez un nouvel objet magique, une nouvelle classe, un nouveau sort, je pense que vous avez le droit d'ajuster avec votre joueur au fil des parties en lui disant « Hey, ça fait 6 games là, que ton sort est en cours, il est en train d'être utilisé, puis je réalise qu'il est trop fort. En fait, tu l'utilises tout le temps, tu n'utilises plus tes autres sorts. On va l'ajuster un petit peu. » Moi, c'est toujours mon astérisque autour de chaque homebrew. J'avertis toujours le joueur. J'ajusterai si c'est trop fort. Vous avez le droit, vous êtes le maître de jeu. Quand j'entends les gens me dire « Hey, D&D, c'est full équilibré, c'est full balancé », on dirait que je peux pas m'empêcher de penser à Silvery Barb puis tous les sorts officiels qui brisent le jeu, qui ont été un petit peu exclus des nouvelles éditions du jeu, comme s'ils savaient que c'était un peu brisé. D&D, c'est pas un jeu qui est super équilibré, puis c'est pour ça que les gens l'adorent. On aime ça, chercher les classes qui sont plus fortes que d'autres. On aime ça, chercher les chars brisés. Écoute, c'est normal. On est comme ça. On aime explorer, puis même mécaniquement, il y a là tout un beau monde d'exploration. Puis pour ceux qui n'ont jamais fait de homebrew, allez-y, faites-vous plaisir et plongez dans l'exploration. Faites votre monstre maison. Puis je suis curieux, laissez-moi dans la description ici en commentaire le concept de votre monstre homebrew. Puis le meilleur va gagner mon respect. Je vais peut-être en parler dans une future vidéo des meilleurs monstres homebrew. Fait que allez-y, donnez-moi votre meilleur monstre homebrew dans les commentaires. Je vais lire ça avec attention. Fait que d'ici là, Internet, je vous souhaite beaucoup de beaux combats puis beaucoup de belles inventions.